Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue à la série de webinaires de l'Union Ouest Canada, donc une liste pour l'élection des conseillers au consulat des Français de l'étranger. Pour l'instant, tout le monde est muté et donc ça va faire un petit peu partie de ce qui va se passer, c'est-à-dire que tout le monde va être muté, on va du mieux qu'on peut enlever la vidéo. On va avoir une petite présentation avec Anne Soisikro et Yann Werling. Et puis, à la fin, il y aura une séance de questions. On va tenir à 60 minutes, donc on a 5 minutes de retard, qui est toujours les petits problèmes d'avant, tout ça. Mais tout va bien. On est en live sur YouTube en même temps. C'est pareil sur YouTube, si vous nous suivez en live. Vous avez environ 30 à 60 secondes de délai entre ce qui se passe maintenant et ce que vous voyez. Mais n'hésitez pas à utiliser le chat et à poser des questions. On a quelqu'un, on a Jonathan qui est avec nous aujourd'hui. Jonathan qui est en même temps notre videur qui va muter et enlever les vidéos si besoin pour qu'on ait une belle plateforme pour discuter. Mais il va aussi passer pas mal de temps dans le chat pour soit répondre à vos questions, soit nous faire remonter vos questions pour qu'on ait bien le temps de vous parler. D'abord, qui on est? On est 7 personnes. 7 personnes qui vivons sur l'ensemble de la circonscription de Vancouver. On a Mathilde qui est à Calgary. On a Pierre qui est présent ici, qui est de Vancouver. Pierre a été élu, donc il connaît le job. Il l'a fait pendant 6 ans et il connaît tout ce qu'il faut. Là, j'ai ma fille qui me regarde depuis la fenêtre. Bref. On a Anne Swazik, qui est dans les territoires du Yukon, qui va parler, qui va nous partager son expérience avec l'exploitation raisonnée de ressources naturelles. Ensuite, on a moi je suis à Fort St. John, c'est au nord de la Colombie-Britannique. Ensuite, on a Marine, qui est en Saskatchewan, Ron qui est à Victoria, et Chloé qui est dans les territoires du nord-ouest. Quelqu'un vient de me dire qu'il fallait accepter, mais tout le monde est là pour l'instant. Aujourd'hui, 2 invités vraiment qui vont parler. Anne Soisikro. Anne Swazik, je vais te démuter et je voudrais que tu te présentes, s'il te plaît. Oui, bonjour à tous. Merci Baptiste pour la présentation. Donc, je m'appelle Anne Swazik et je vis sur le territoire du Yukon depuis à peu près 3 ans, un petit peu plus que 3 ans. J'ai choisi de suivre mon conjoint qui, lui, est né et a grandi sur sur les terres éloignées des exploitations minières aurifères du Yukon et dont nos voisins les plus proches sont en fait à une centaine de kilomètres. Donc, c'est sûr, quand on vit sur des territoires éloignés, quand on vit en dehors des grandes villes, on se trouve facilement en fait, loin des zones de service qui font partie de notre confort de base, comme l'accès aux centres commerciaux, l'électricité, l'eau. Et nous, on réalise à quel point nous sommes dépendants en fait, de notre environnement en termes de notre qualité de vie et également pour notre travail. Donc, nous avons fait le choix en fait, de vivre en harmonie avec l'environnement qui nous entoure et de mesurer notre impact pour évidemment ne pas épuiser les ressources que nous utilisons tous les jours. Donc, voilà, c'est un petit peu la présentation que je voulais faire. Merci beaucoup. Et nous avons aussi un invité de marque aujourd'hui qui s'appelle Yann. Yann Werling, je vais vous démuter si je vous trouve dans le... Voilà. Et est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, et nous dire un petit peu quel est le but de votre visite aujourd'hui? Bonjour à toutes et tous. Alors, je dis bonjour, mais je ne mesure pas tout à fait le décalage horaire. Chez moi, il est 20h40 puisque je suis en France en direct avec vous. C'est assez amusant de pouvoir se dire qu'on peut, grâce
ces technologies, se parler en direct avec tant de kilomètres qui nous séparent. Et on a tous testé ça à peut-être même en overdose pendant cette période particulière qui vient de s'écouler et qui s'écoule toujours d'ailleurs, on a hâte que ça finisse, qui est la période où on fait tous des conférences à distance. Moi, je suis donc Yann Verling, je suis ambassadeur à l'environnement, ambassadeur de France à l'environnement, c'est-à-dire que ma mission au Quai d'Orsay est celle d'un ambassadeur tout à fait classique et ordinaire qui serait un ambassadeur en poste, par exemple, dans un pays, comme au Canada, par exemple, mais à la différence des ambassadeurs en poste, qui sont représentants de la France auprès du pays où ils sont. Moi, je suis représentant de la France sur une thématique, c'est-à-dire l'environnement. Et donc, je porte la parole de la France dans les instances internationales onusiennes, notamment quand il s'agit de questions d'environnement, et aussi dans les relations parfois bilatérales avec certains pays. C'est le cas notamment avec le Canada, où il m'est arrivé à plusieurs reprises d'être en dialogue direct avec les autorités canadiennes parce que nous avions nous avons toujours d'ailleurs des ambitions communes, notamment en matière climatique ou en matière de protection de la biodiversité. Le Canada fait avec la France office de pays parmi les mieux-disants sur les questions environnementales. Alors, du point de vue des acteurs français, des ONG françaises, j'imagine que doit y avoir la même chose du côté canadien. Il peut y avoir des ricanements ou des critiques en disant que c'est hypocrite ou que ce n'est pas tout à fait sincère. Mais ce que moi je peux vous dire, c'est que il faut toujours avoir en tête l'expression quand je me regarde, je me désole et quand je me compare, je me console, parce qu'à l'échelle internationale, le paysage environnemental de prise de position, d'envie, d'ambition des pays fait du Canada et de la France deux pays qui, encore une fois, comparativement à tous les autres, sont effectivement, dans la réalité, les mieux-disants environnementaux, avec d'autres, hein, notamment pas mal de pays européens. Mais voilà, dans la grande masse, il y a à peu près une trentaine de pays leaders dans le monde sur la question d'environnement. Dans le Canada, la France et pas mal de pays européens. Tous les autres sont quand même un petit peu à la traîne et traînent la patte. Voilà pour une rapide présentation. Merci beaucoup. Alors, on va commencer avec le témoignage d'Anne Swazik. Tu es démutée, Anne Swazik. Et si tu peux commencer par nous expliquer un petit peu la situation et ce que tu as à dire sur le sujet. Oui, bien sûr. Merci, Baptiste. Effectivement, j'ai toujours beaucoup de questions sur notre façon de vivre et notre façon et notre impact sur l'environnement. Et je suis toujours fascinée par la façon dont nous sommes capables en fait de mesurer vraiment notre impact sur l'environnement et d'avoir des actions qui sont responsables pour vivre en harmonie avec les ressources que nous avons, notamment à travers l'utilisation de la gravité pour recevoir de l'eau, l'utilisation du courant d'eau pour créer des chenaux. Nous avons la chance au Yukon d'avoir des journées ensoleillées pendant 24 heures, donc on utilise des panneaux solaires pour se produire en électricité, pour recharger les batteries. Donc tous ces éléments en fait qui peuvent sembler compliqués quand on vit en dehors, off-grid, comme on dit, en dehors de toute vie en ville, finalement sont tout à fait possibles, même si ça prend du temps, ça prend de l'énergie, et qu'évidemment, ça a un coût, non pas nécessairement monétaire, mais surtout un coût au niveau du temps qui doit y être consacré et du travail pour installer tout ça. Si je peux me permettre d'intervenir, Anne Swazik, on se connaît depuis un moment maintenant et je suis ravi qu'elle soit sur notre liste pour ces élections. Et c'était une des premières questions un peu qu'on se posait, de savoir quelle est la situation dans le Yukon. Et
c'est peut-être pas connu de tous, mais il y a eu à la fin du 19e siècle une grande ruée vers l'or dans ces territoires éloignés, proches de l'Alaska, qui ont été vraiment fondateurs de l'Ouest canadien. Donc, de retrouver quelqu'un qui reste connecté avec cette histoire aujourd'hui, ça a vraiment du sens et c'est vraiment très intéressant. Et de voir comment, à l'époque, c'était une ruée qui a fait venir des dizaines de milliers de personnes. Je crois qu'il y avait jusqu'à 40 000 personnes qui habitaient à Dawson City, une toute petite ville aujourd'hui proche de l'Alaska. N'ont pas trouvé l'or qu'ils espéraient, mais aujourd'hui, on arrive à l'exploiter de manière plus raisonnée et plus frugale ou oui, en prenant conscience un peu de son environnement. Et ça m'a vraiment intéressé. Je me suis dit, il faut voir comment est-ce que une action comme ça sur le terrain peut être intéressante à déployer dans d'autres cas de figure. Et c'est là que, grâce à Yann, là, on peut voir où les enjeux dans le monde entier existent en termes d'exploitation des ressources naturelles. Le Canada vit de ces ressources naturelles. On est un pays qui est riche en eau, riche en pétrole, riche en uranium, riche en or et tout autre type de minerais. C'est un enjeu pour notre pays. Et la France, comme représentée par Yann, est évidemment en pointe sur ces sujets-là, depuis notamment en tout cas sur ces sujets-là, et sensibilise beaucoup, je pense, le monde sur ces questions-là, depuis la COP21 notamment. Donc, de voir comment est-ce qu'une petite expérience dans un territoire, mais c'est vraiment intéressant ce que tu me disais, Soisy, je ne sais pas si tu peux expliquer un petit peu comment le quotidien est dans ce que tu appelles votre camp, là où vous avez les exploitations. On a dit exploitation familiale, mais est-ce que tu peux nous donner un peu une échelle un peu de l'impact, de la quantité, enfin pas de la quantité d'or que vous récoltez au quotidien, mais un peu pour nous donner un peu une meilleure image de ce quotidien perdu dans la nature. Oui, je vais essayer d'être un peu plus précise. Évidemment, on a donc nos maisons où nous vivons, mais il y a aussi une quantité de matériel qui est assez importante, comme des pelleteuses, des bulldozers. Mais en fait, il y a aussi beaucoup d'infrastructures pour construire, en fait, parce qu'on doit construire, on doit tout construire de nos propres mains. Pour se déplacer, on a nos propres routes que nous devons construire aussi et qui sont très exposées en fait aux intempéries et qui malheureusement avec le permafrost se détruisent très souvent et qu'il faut reconstruire. Donc, je ne sais pas si ça vous donne une meilleure idée de l'échelle. Nous sommes à peu près en fait quatre personnes, dont plus 2 employés qui travaillent. Donc, c'est vraiment une petite entreprise, mais qui est heureuse en fait de pouvoir travailler, offrir du travail et aussi, c'est plus large parce qu'on a notre propre serre où on fait grandir nos légumes, où on essaie de s'alimenter vraiment de ce que nous avons ici sur place, puisque les déplacements en fait vers les villes sont très compliqués. Donc, en fait, on a notre petite communauté ici avec des activités qui passent de la maintenance d'une machine à s'assurer qu'on a l'eau courante, s'assurer qu'on est capable d'aller travailler, que les routes sont correctes pour aller travailler, à la construction de notre maison, la cuisine, etc. Donc, c'est vraiment une petite ville au sein de 6 personnes. Mmh. Moi, c'est vrai que c'était une question qui m'était venue tout de suite en tête en me disant comment est-ce qu'on peut, mine d'or, automatiquement j'ai pensé à ce grand débat qui était la montagne d'or qui était en Guyane, sur lequel on a beaucoup discuté en France, et c'était tout de suite synonyme de pollution et d'impact sur l'environnement. Et j'étais vraiment très intéressé de voir comment est-ce que non, ça n'implique pas forcément du mercure ou des produits chimiques très toxiques dispersés dans l'environnement. Et là, on se rend compte, à travers ton expérience, Anne Soisy, qu'on a une démarche qui est raisonnée, qui est consciente de l'environnement qui l'entoure, mais pas pour des raisons d'idéologie. Et Yann, je pense que c'est vraiment l'enjeu qui nous concerne tous en termes d'environnement, c'est d'un peu de sortir de ce bouclier idéologique qui nous est
toujours mis en face quand on parle d'environnement et de développement durable, mais de voir comment est-ce que c'est tout simplement une réalité dans la vie de certaines personnes. Et là, notamment, c'est une réalité, mais c'est vital aussi pour des personnes qui vivent à l'endroit où ils exploitent leurs ressources. Des ressources qui, dans le monde, je pense qu'il y a des questions sur les métaux rares et les terres rares qui sont des ressources très importantes de nos consommations modernes, notamment dans les batteries et les téléphones, si je ne me trompe pas. C'est ça, Yann? Oui, c'est très intéressant comme débat parce que le quotidien que nous décrit ici Anne c'est un quotidien dont il faut se rendre compte comme étant celui de beaucoup de monde sur la planète qui sont celles et ceux qui extraient les ressources naturelles dont la planète entière a besoin. Et moi, souvent, quand je me retrouve dans des débats où des organisations environnementales dont je me sens par ailleurs très proche, bien évidemment, mais quand, par facilité de langage, elles pointent du doigt les exploitations minières qui sont présentes en France ou au Canada ou dans des pays riches, euh, souvent, moi, j'ai envie de leur dire, parce que naturellement, les revendications que portent ces organisations, c'est souvent de l'interdiction totale de ces exploitations minières, quelles qu'elles soient, que ce soit pour des hydrocarbures, pour des métaux précieux ou moins précieux, ou ce qu'on appelle des terres rares. Hein, c'est un terme générique pour appeler ces minerais dont on a besoin dans les technologies de pointe dans tous les produits que nous avons en consommation courante. Parce que précisément, moi, ce que j'ai envie de leur dire à tous ces gens, qui sont souvent d'ailleurs des gens assez jeunes, c'est de leur demander s'ils ont conscience que l'appareil là, que j'ai entre les mains contient tous ces matériaux et ces minerais qu'on va chercher un peu partout sur la planète et que les Instagram qu'on fait à longueur de journée, les messages, les mails, etc., qu'on fait avec nos téléphones portables, notamment, ou les voitures qu'on veut de plus en plus voir être électriques, qui ont donc besoin de batteries, tout ceci implique derrière d'aller chercher des métaux dans les sous-sols. Donc, ça, c'est la première chose. C'est qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez, si vous voulez plus qu'on fasse d'exploitation minière, à ce moment-là, vous renoncez à votre téléphone portable immédiatement. Il faut vraiment être clair là-dessus, hein, et notamment pour les jeunes générations je suis sûr que Greta Thunberg, elle a un téléphone portable. C'est vraiment des points importants. Je ne dis pas que on doit être parfaits les uns et les autres, y compris les militants. Je dis juste qu'il faut avoir conscience des choses et qu'il ne faut pas être dans la facilité. On vit dans un monde complexe et les choses qu'on va devoir faire évoluer, ça va prendre du temps. Donc, on aura peut-être demain, d'ailleurs, les choses vont à toute vitesse. Je crois que la marque Apple a annoncé récemment qu'elle visait pour un horizon assez proche de produire 100% de ses iPhones avec des matériaux recyclés. Elle veut faire du zéro déchet, je ne sais plus exactement quelle est la formule qu'elle a utilisée. Donc, on va vers une réduction de l'usage des ressources naturelles pour pouvoir utiliser tous les matériaux déjà en circulation, parce que si on récupérait bien tous les matériaux qui sont jetés, notamment les matériaux contenus dans les produits de haute technologie, on pourrait réduire grandement nos besoins en ressources naturelles minières. Mais en attendant, ce n'est pas le cas. Donc il faut être conscient de ça. Le deuxième élément qui m'apparaît important de dire, c'est que quand le Canada ou la France renoncent à une exploitation minière,
les consommateurs français ou canadiens ne renoncent pas à leur consommation pour autant. C'est-à-dire que si je prends à nouveau l'exemple du téléphone portable, soit l'or, puisqu'il y a de l'or dans les appareils, soit l'or ou un autre minerai, nous le cherchons sur nos propres sols, nos propres sous-sols, soit parce que nous en avons besoin, nous les importons en provenance d'autres pays, souvent des pays pauvres. Et moi, je ne suis pas pour qu'on ferme les yeux là-dessus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est trop facile d'être propre chez soi et de salir le reste de la planète. Parce que, d'une certaine manière, moi j'entends, même si je suis prudent dans tout ça aussi, ça demande des vérifications, mais j'entends quand des exploitants miniers au Canada ou en France, hein, ou sur le territoire français, nous disent, nous, on a des méthodes de travail qui respectent des normes environnementales qui nous sont imposées par soit l'Union européenne, soit par le pays dont nous dépendons. Ce sont des normes que ne respectent pas d'autres pays dans le monde. Donc, on peut nous sortir des minerais de manière plus propre que d'autres pays. Donc, mieux vaut peut-être acheter un minerai produit proprement chez nous que d'acheter un minerai produit salement ailleurs, mais pas chez nous. Donc, on vit sur la même planète, c'est le même sol, c'est la même terre, c'est le même air, c'est la même mer. Et donc, à un moment donné, moi, je ne suis pas pour se laver les mains comme ça, comme je l'entends trop souvent. Donc, je trouve que tout ça, ce sont des débats très intéressants, mais qui montrent qu'il faut être clairvoyant dans ce qu'on dit. Ça me fait penser à mes terres natales, hein, mes terres du nord de la France, autour de Lille et du bassin minier, qui était un des plus grands bassins miniers au début du siècle dernier en Europe et qui a façonné les paysages du Nord. On en voit encore l'impact avec les nombreux terris sur lesquels on peut skier maintenant sur certains, mais je ne pense pas que c'était l'objectif à l'origine. J'ai l'impression que pour beaucoup de mines, dans ce cas-là, la présence humaine n'est pas forcément immédiate. Et donc, c'est des choses qui sont un peu loin, éloignées, cachées. Et donc, on n'a pas non plus cette réalité, en fait, cette conscience de l'impact de ces mines. On voit aussi souvent les mines de lignite en Allemagne, parce que là, on déplace des villages ou des villes entières pour pouvoir exploiter le lignite. Mais quand on l'a sous les yeux, est-ce qu'on n'est pas aussi plus conscient justement de cet impact-là et on essaie de mettre en place des normes, parce que quand ça se passe au fin fond de la Chine ou de terres qui sont déjà de toute façon désertes quelque part, c'est comme si ça n'avait pas d'impact sur nous, alors que comme tu l'avais dit, Anne, on est tous sur la même planète. Et en parlant des terres désertes et donc de la forêt, Mathilde Denier, notre tête de liste, avait une question à nous poser. Oui, j'avais une question pour Yann. Parce que dans les derniers jours, donc je pense que c'est aussi parce qu'aujourd'hui c'est le jour de la Terre. Donc, il y a eu beaucoup de contenu. Et moi, je me suis retrouvée à visionner quelques vidéos au sujet des coupes rases qui sont faites en forêt, notamment en France, alors qu'on se vante d'avoir un label durable sur notre exploitation forestière. Et donc, je voulais savoir un petit peu ce que vous pouvez faire à votre échelle comme ambassadeur, donc pour essayer d'influencer le travail de la filière en France, mais aussi à l'étranger. Sur les forêts et l'exploitation forestière, les choses évoluent assez rapidement en France. Bon, d'abord, la situation des forêts n'est pas la même partout dans le monde. On met toujours un peu dans le même sac les questions forestières et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Globalement, en Europe, la forêt progresse et globalement dans le monde, la forêt diminue. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une différence entre pays riches et pays pauvres
pays en voie de développement, le solde mondial est négatif. Il y a plus de déforestation qu'il n'y a d'accroissement des forêts. Donc, les sujets ne sont pas les mêmes. En Europe, on est plutôt, et j'imagine qu'au Canada, je connais moins la situation au Canada, mais en France en tout cas, et en Europe, on est plus aujourd'hui dans une logique de gestion forestière, en essayant de ménager plusieurs usages, puisqu'il y a une densité de population très forte, évidemment, il n'y a pas de grandes zones désertes, enfin, sauf un peu à l'est de l'Europe, mais sinon en France, en tout cas, ce n'est pas le cas. Donc, les forêts en France sont à multi-usages. Il y a bien sûr un usage social avec des promeneurs, des coureurs, des gens qui utilisent la forêt comme un loisir. Il y a, ou même les chasseurs, hein, c'est aussi un loisir. Il y a des usages et puis des usages économiques, puisque l'exploitation forestière est une réalité depuis toujours. Hein. On a toujours exploité les forêts, c'est pas depuis peu. Et là où il y a une évolution, on va dire plutôt positive, c'est que cette exploitation forestière, elle tend maintenant à de plus en plus tenir compte d'une pression populaire, on va dire quand même, hein, parce que c'est ça, où les gens n'aiment plus voir des forêts qui disparaissent du jour au lendemain, avec, comme vous appelez ça, des coupes rases. Et donc, il y en a encore des coupes rases, mais c'est de moins en moins, ça perd du terrain au profit d'autres gestions, qui sont des gestions qu'on appelle plutôt en futaie irrégulière, c'est-à-dire qu'en fait, les exploitants forestiers rentrent dans la forêt, coupent certains arbres, mais pas tous, et sélectionnent les arbres qu'ils coupent, si bien que visuellement, ça ne se voit plus. Voilà. Donc, ça, c'est la nouvelle méthode qui se répand de plus en plus et que, en tout cas, moi, je soutiens beaucoup et qui franchit, qui se développe même de manière suffisamment importante, à tel point, par exemple, qu'en Île-de-France, la totalité des forêts franciliennes sont gérées de cette manière-là aujourd'hui. C'est essentiellement, encore une fois, par pression populaire, c'est-à-dire que les forêts franciliennes sont très peuplées de promeneurs. Et les gens, évidemment, ont souvent fait part d'émoi assez importants quand ils ont vu des bouts entiers de forêt se faire couper par exploitation forestière. Alors, le paradoxe, c'est que la forêt et le bois, c'est aussi un enjeu, enfin, l'exploitation économique du bois, c'est aussi un enjeu environnemental, parce que, par exemple, dans la construction, on a besoin d'utiliser plus de bois qu'on ne le fait jusqu'à présent. Alors, là encore, il y a des différences peut-être entre l'Amérique du Nord et l'Europe là-dessus, puisque je crois qu'en Amérique du Nord, le bois est beaucoup plus utilisé dans la construction qu'en Europe. En Europe, on a plus utilisé jusqu'à présent la pierre et le béton, et on tend aujourd'hui à promouvoir beaucoup plus l'usage du bois, qui est d'un point de vue climatique très, très intéressant, parce que quand vous prenez du bois pour faire une maison, non seulement vous ne le brûlez pas, parce on peut aussi faire ça écologiquement avec du bois, on peut le brûler pour en faire de l'énergie, mais c'est encore mieux de l'utiliser dans la construction, parce que là, vous emprisonnez le carbone du bois définitivement dans une maison. Donc, c'est tout bénéfice. Et en plus de ça, le béton étant très, très, très énergivore et consomme beaucoup d'énergie grise, comme on dit, on a un matériau totalement écologique avec le bois. Donc, il faut exploiter le bois, notamment pour la construction. Donc, c'est un paradoxe qu'il faut aussi expliquer aux populations des fois. C'est-à-dire, couper du bois dans les forêts, c'est pas mal en soi, ça peut être bénéfique. Par contre, dans des pays du Sud, là, on a d'autres phénomènes de déforestation qui, eux, sont pas du tout dans un but d'exploitation forestière, c'est dans un but de gain de terre sur la forêt pour des exploitations agricoles. On voit ça en Amazonie, où la forêt est grignotée et brûlée, hein, elle n'est même pas utilisée c'est gâché totalement le bois là-bas, hein, c'est-à-dire qu'il n'est même pas coupé, il est carrément brûlé sur place pour faire des terres qui sont ensuite utilisées pour faire brouter des vaches. Donc, c'est une catastrophe totale dans les pays du Sud, ce qu'on fait aujourd'hui en matière de déforestation. Et là aussi, il faut que nous, on regarde nos responsabilités, nous, pays riches, puisque nous sommes des grands pourvoyeurs de ce qu'on appelle des commodités, c'est-à-dire des produits qui participent de cette déforestation. Nous sommes des grands consommateurs de café, nous sommes des grands consommateurs de cacao, nous sommes des grands consommateurs d'huile de palme.
Et ça, aujourd'hui, moi, dans ma mission, je travaille beaucoup sur cette question qu'on appelle la déforestation importée, c'est-à-dire qu'on essaye notamment au niveau de l'Union européenne et de la France, d'identifier les produits qui sont importés en Europe et en France en particulier et qui participent de la déforestation. Donc on essaye aujourd'hui de faire des choix dans nos importations en faisant en sorte qu'on achète du cacao, par exemple, qui ne participe pas de la déforestation en Amérique du Sud ou en Afrique. On essaye d'acheter de l'huile de palme qui ne participe pas de la déforestation en Malaisie ou en Indonésie. Donc c'est un travail qui est très compliqué parce que par ailleurs, évidemment, ça heurte directement les grands accords commerciaux internationaux que nous avons passés avec un certain nombre de pays qui, évidemment, nous demandent de pouvoir librement exporter des produits qui, pour nous, nous heurtent de plus en plus. Donc, on est vraiment dans un bras de fer aujourd'hui pour obtenir des pays exportateurs qui nous envoient des produits qui ne participent pas de la destruction de leur environnement. Voilà. Nous, on a une conscience aujourd'hui qui grandit en Europe là-dessus et qui fait son chemin à toute vitesse. Voilà. Et actuellement, alors la France s'est déjà dotée d'une stratégie nationale contre la déforestation importée qui a été adoptée il y a 2 ans et qui est en train de se mettre en œuvre. Et l'Union européenne est en train elle aussi d'élaborer une directive sur cette question-là qui pourrait conduire à sanctionner les entreprises européennes qui ne seraient pas vigilantes dans leurs importations. Donc c'est vraiment, ça va à toute vitesse. Hein. Donc après, la seule difficulté qu'il y a là-dedans, c'est les conséquences dans les pays exportateurs, puisque souvent, on le sait, alors c'est là où interviennent nos acteurs d'aide au développement, c'est que dans ces pays, souvent, les premières victimes de ces mesures environnementales des pays riches sont des petits producteurs très pauvres déjà à la base. Donc, si ils n'ont plus de moyens d'exporter, ils sont encore plus pauvres. Donc, il faut qu'on fasse attention aussi au volet social des mesures environnementales que nous prenons ici dans les pays riches. C'est intéressant parce qu'on est parti de l'or et on est arrivé vers l'or vert, la forêt. C'est exactement l'histoire de Vancouver, en fait. Vancouver était aussi... a connu une grosse croissance démographique au début parce que les gens pensaient y trouver de l'or. Ils sont tous partis quand ils ont vu qu'il n'y avait pas tant que ça, mais ils sont restés pour exploiter la forêt. Et en Colombie-Britannique, la très grande majorité, si ce n'est pas la totalité de la forêt qu'on peut voir aujourd'hui et qui couvre le territoire, est de 2e génération ou 3e génération. C'est-à-dire qu'il reste très, très peu d'arbres comment on dit, originaux, des grands géants cèdres dans nos forêts. Et cette question du management des forêts, on en voit aussi une conséquence chaque année dans l'Ouest canadien, si on évoque le changement climatique. La manière dont est gérée une forêt, on parlait des clear cuts, des coupes rases, et la manière comme en France, oui, il y a le côté esthétique, mais il y a aussi un côté de la biotope, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça, mais de la qualité de la forêt, qui fait qu'aujourd'hui, par son uniformité telle qu'elle a été replantée au siècle dernier, est en proie à des incendies énormes. Et chaque année, on a des très grands incendies. Anne Soisig m'en témoigne aussi, même dans le Yukon, il y a des grands incendies. On n'en parle pas autant qu'en Californie, encore une fois, parce qu'on n'a pas la population qui est témoin, les comptes Twitter et Facebook qui relaient toutes les images incroyables de ces monstres de feu, mais on a des surfaces incommensurables en Colombie-Britannique qui disparaissent chaque année. Et c'est notamment dû à ça, à cette mauvaise gestion des forêts, où on a tout coupé, on a replanté le même type d'arbres dans les mêmes conditions. Une maladie les décime tous, ou un éclair, c'est ce que tu vois encore beaucoup Alors, pardon Pierre, mais ça coupe pas mal en ce moment, là, ton flux. Donc, je vais rebondir là-dessus sur la forêt. Bon, il se trouve que j'ai étudié la gestion des forêts dans mon jeune temps. Et l'une des choses qui avait
qui avait été dite, c'était bon, bah, qu'est-ce que c'est une belle forêt pour vous? Alors, une belle forêt, c'est une forêt éclairée où on peut marcher sur un sentier et tout est bien. Et, ah, mais la forêt, ça fait peur, cette sensation de on est dans la forêt, le loup dans la forêt. Et ce qu'on avait vu vite fait, c'était, ben, regardez, une forêt où tout va être propre. Alors, je ne parle pas des feux, hein, je ne parle pas de la gestion du feu, c'était en France. Une forêt où tout va être propre, ben, si vous enlevez tous les arbres morts, ben, vous enlevez potentiellement un habitat pour de nombreux organismes. Si vous enlevez tout ça, ça va être un dommage à l'écologie plus tard. Donc, c'est aussi une histoire d'éducation, de ne pas aller dans une forêt en disant ouais, je fais bien, je vais dans la forêt, elle est belle, elle est bien entretenue. Je me rappelle mes grands-parents qui étaient là à dire oh, cette forêt, elle est très mal entretenue, mais en fait, non, elle est super. C'était extraordinaire d'avoir ça. Donc, je sais que maintenant, dans les forêts domaniales en France, on avait ce taux d'à peu près 10% d'arbres morts laissés sur place pour ça. C'est des choses comme ça. Donc, on touche toujours à ça, et c'est pareil avec les ressources minières. On touche à, bon, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? En France, quand il y avait une carrière, la personne qui fait sa carrière doit mettre un plan de réhabilitation du territoire après. Comment on va faire? La remettre en eau, ça crée des eaux, des territoires d'eau pour des espèces d'oiseaux ou ce genre de choses. La gestion des forêts telle qu'elle, ici dans le nord de la Colombie-Britannique, ben, on pense au chemin que les véhicules vont utiliser pour aller dans la forêt. C'est un chemin que les prédateurs vont utiliser pour aller chasser des caribous plus loin, vu que le caribou, c'est quelque chose de bien. Donc, Yann, comment on fait pour un petit peu peut-être éduquer, ou du moins pour vraiment permettre à la population en général de voir quels sont l'impact écologique des choix sociaux qui sont faits depuis maintenant des années? Moi, je crois beaucoup à l'effet générationnel actuel que je constate. Je vous donne l'exemple, par exemple, de ce que je viens de dire sur l'exploitation forestière en France, où on a cette évolution vers une plus grande prise en compte des bienfaits de la nature, combinée à une exploitation forestière qui peut tout à fait être rentable, en laissant, comme vous l'avez signalé, des arbres morts, en ne surexploitant pas, en ne faisant pas de coupes rases, etc. Et, et ce sont en fait des, des, des pratiques, des écoles de pensée qui arrivent progressivement. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que ce sont des, jeunes ingénieurs qui sont arrivés depuis peu dans notamment alors, l'Office national des forêts en France, l'ONF, qui portent cette conception-là d'une nouvelle façon de gérer les forêts et qui se heurtent pour beaucoup encore à des gens qui sont là depuis plus longtemps, des gens qui sont plus proches de la retraite et qui, eux, ont une vieille vision des choses et qui passaient par l'ancienne ONF où c'était on plante la même espèce partout, on fait des coupes rases. Voilà, donc il y a dans tous les domaines industriels, y compris les plus ravageurs de la nature, hein, je pense que c'est aussi vrai dans l'exploitation minière, c'est aussi vrai dans l'exploitation pétrolière. Il y a des jeunes générations d'ingénieurs qui ont grandi, c'est des gens qui ont une trentaine d'années. Quand on regarde ce qu'on a fait au cours des 30 dernières années, qui sont grosso modo des décennies durant lesquelles la prise de conscience écologique est montée très fort. On a mis en place dans les 30 dernières années, dans les 20 dernières années, énormément de programmes d'éducation à l'environnement. Alors, en France en tout cas, et dans pas mal de pays riches, ça a été fait, et ça se fait de plus en plus dans plein de pays maintenant dans le monde. On met en place des programmes d'éducation à l'environnement. Tout le monde pense que ça ne sert à rien. Ou en tout cas, enfin, c'est pas vrai, tout le monde ne pense pas que ça sert à rien, mais enfin, ça fait, on pense que c'est un petit peu gadget, que c'est pas ça qui est le plus important, que ce qui est important, c'est de réduire les gaz à effet de serre, que ce qui est important, c'est de protéger les espèces et les habitats. Mais c'est absolument pas négligeable de réfléchir à l'effet qu'a eu ces années de politique d'éducation à l'environnement où
souvent, tout bêtement, on emmenait des enfants découvrir la nature pendant une après-midi avec des éducateurs à la nature, ou on emmenait des enfants, moi je l'ai fait, je me rappelle quand j'étais petit, on nous emmenait nettoyer les bords d'une rivière parce qu'il y avait plein de déchets plastiques et on avait un sac en plastique et on ramassait les déchets, c'était très drôle à faire. Et en fait, ça nous a imprimé quelque chose dans le cerveau qui fait que quand on est adulte et que peu à peu on devient responsable ici ou là dans des entreprises très très diverses, on met en œuvre et on applique concrètement ce qu'on a appris à l'école quand on était petit, qui est devenu un réflexe. Et donc je pense qu'il y a un effet générationnel diffus aujourd'hui sur les nouveaux décideurs qui arrivent, qui est le fruit de ces années d'éducation à l'environnement et qui font que partout, on met en œuvre les théories qu'on nous a apprises quand on était petit. Maintenant, on passe à l'acte. Et je trouve que ça va très vite. Alors, je ne veux pas faire un excès d'optimisme parce que la planète va mal, hein, les constats sont dramatiques, mais quand même, il y a partout maintenant, dans tous les domaines, y compris dans les domaines, comme je le disais, qui sont souvent les plus impactants de l'environnement. Je pense aussi à l'agriculture. On a une nouvelle génération d'agriculteurs qui sont beaucoup plus conscients des phénomènes environnementaux. Ça va très vite. Donc, je crois beaucoup à cette évolution générationnelle. J'en suis témoin aussi ça, d'exploitants agricoles, notamment en Champagne, où j'ai des attaches où je vois les nouvelles générations qui reprennent l'exploitation familiale et qui essaient de faire du vin bio ou bien de l'agriculture, comment on appelle ça, de la permaculture. Non, pas pour le vin, je ne pense pas qu'on puisse faire de la permaculture pour le vin. Je me trompe là, je me mets les pinceaux. Mais oui, effectivement, il y a vraiment une génération qui voit aussi que les solutions existent, parce que souvent, c'est des solutions qui étaient parfois déjà utilisées avant l'arrivée des produits chimiques et des phytosanitaires. Et ce qui est le plus intéressant, je trouve, c'est que quand on écoute ces jeunes adultes, ce n'est pas des tout jeunes, ils ont une trentaine d'années souvent, quand on écoute les raisons pour lesquelles ils font ce genre de choses, on se rend compte, parce qu'on était souvent un peu cynique autrefois en se disant c'est foutu parce qu'en fait, il n'y a pas de modèle économique pour l'écologie. Ça coûte plus cher de faire de l'écologie que de ne pas en faire, grosso modo. Ça, c'était la théorie ambiante. Elle est encore en grande partie présente. On cherche des modèles économiques pour tout, pour justifier de l'action écologique. Et quand il n'y a pas de justification économique, on ne le fait pas. Et c'était le drame, notamment de la préservation de la biodiversité, parce qu'on ne comprenait pas à quoi ça servait de préserver des abeilles, de préserver des petits oiseaux. Ça rapporte quoi de sauver un petit oiseau? On ne voyait pas très bien. Et ce qui est intéressant dans les générations, donc les trentenaires là, qui arrivent et qui ont cette prise de conscience, c'est que les motivations pour lesquelles ils font les choses ne sont pas des motivations économiques. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à savoir si c'est rentable ou pas. Ils le font parce qu'ils ont conscience profondément qu'il faut le faire. Et donc, c'est beaucoup plus puissant en réalité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est véhicule, ce qui est le moteur, c'est pas l'argent, c'est les valeurs. Et ça, c'est le plus grand motif d'espoir. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas un retour de bâton générationnel parce qu'une génération peut en emporter une autre et les générations d'après peuvent être de nouveau dans une logique complètement mercantile. Mais la génération aujourd'hui de ceux qui arrivent en responsabilité sont des gens qui sont à se dire on doit le faire, on le fait parce qu'on doit le faire, pas parce que c'est mieux économiquement ou les choses ne se valent pas, quoi. C'est souvent on fait ça ou on fait ça, on regarde le mieux et le moins bien et on fait ce qui rapporte, ce qui est le plus intéressant. Là, non, on est vraiment dans une idée de dire en fait on ne doit pas choisir entre quelque chose qui rapporte, quelque chose qui ne rapporte pas. On choisit la raison écologique et la raison sociale aussi pour agir. Alors, j'ai un commentaire dans le chat. Je ne suis pas d'accord avec Yann. Les nouveaux décideurs sont confrontés, malgré leur sensibilisation à l'environnement, aux lois du marché, donc à la rentabilité. Il est beaucoup plus coûteux de faire de l'exploitation sylvicole en coupe sélective que de faire du saccage en coupe rase. Rien n'y changera tant que les codes d'exploitation forestière ne seront pas modifiés et appliqués. Oui, et tout ça est vrai. On est dans un monde de profonde contradiction entre ce qui a été et ce qui arrive. Entre une génération toujours encore là,
et une génération arrivante, entre des règles toujours encore là et une génération qui veut les changer. C'est tout à fait vrai, ces contradictions-là. Et c'est pas naturel, ça se fait pas facilement. Et on voit la violence des débats en réalité dans lesquels on est sur les questions d'écologie. Moi, je vois en France, quand on, on aborde la question, par exemple, des pesticides, où on essaye d'expliquer qu'il faut en mettre moins dans les champs. On a à la fois une part des agriculteurs, et pas que les bio, qui disent oui, et notamment les jeunes agriculteurs qui disent ça. Et puis on a une fédération nationale, pour ne pas la nommer, la FNSEA, qui reste arc-boutée sur un message qui est celui qu'elle a toujours porté, qui est de dire qu'on a besoin de l'agrochimie pour faire une agriculture productive et efficace et capable d'être en concurrence avec le monde. Mais ce modèle-là, il perd de la puissance. Il y a une résistance, mais il perd de la puissance. Et donc, mais je ne nie absolument pas le fait qu'il y a d'énormes résistances et d'énormes points de blocage aujourd'hui dans nos sociétés entre voilà, ce modèle dans lequel on est et le modèle vers lequel il faut qu'on aille. Ça ne se fait pas naturellement, c'est évident que c'est très dur. Vous voyez bien l'exemple de Danone là, qui vient de défrayer la chronique. On avait un PDG, Emmanuel Faber, qui voulait transformer son entreprise pour en faire une entreprise à valeur, comme il disait, enfin une entreprise qui ne fait pas que du profit. Il a été remercié par les actionnaires qui, en majorité, mais de justesse, ont souhaité revenir à un modèle plus classique d'une entreprise qui est d'abord là pour faire du bénéfice. Bien sûr que le monde dans lequel on est, et d'ailleurs je vous disais, la réalité de l'environnement aujourd'hui, elle est terrible, mais moi je me dois aussi dans mon rôle de parole publique sur la question environnementale, de chercher les points d'espoir. Pour moi, les points d'espoir, ils existent. Et en ça, moi je suis toujours assez critique à l'égard de tous ces écolos qui sont un petit peu défaitistes et qui pensent que tout est foutu et qui sont nihilistes. Je crois que ça ne mène à rien, ça. Et alors que justement, il y a une vraie bataille aujourd'hui très diffuse d'un peu partout, où beaucoup de gens se battent, et de plus en plus d'ailleurs, pour que les choses changent. Et vraiment, encore une fois, notamment les jeunes générations. Moi, je vois beaucoup de gens qui sont plutôt de ma génération, peut-être un peu plus âgés encore, qui ont des enfants qui sont maintenant des jeunes ados, et qui ne mangent plus de viande, sont extrêmement sensibilisés à la question du bien-être animal, heurtent leurs propres parents sur un certain nombre de pratiques qu'ils ont au quotidien, sur l'usage de leur voiture plutôt que de prendre le vélo, enfin ce genre de choses. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer, je trouve, qui accélère un peu les choses, et c'est bien heureux d'ailleurs. Et alors, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'une mauvaise économie va nous faire retourner en arrière et arrêter tous les progrès? Ou est-ce que justement cette nouvelle génération qui se pose beaucoup plus de questions sur la gestion de la planète va quand même permettre, malgré une mauvaise économie et des coûts peut-être plus élevés pour certaines choses, va quand même permettre d'avancer? Moi, je ne lis pas dans la boule de cristal. Je note quand même que il y a, vous voyez, sur la question de la déforestation dans le monde, et notamment dans les pays du Sud, il y a encore 10 ans, en Europe et en France, personne n'en parlait. Personne ne parlait de déforestation des pays, dans les pays tropicaux. Enfin, personne, quand je dis personne, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y avait déjà des ONG, mais ce n'était pas un débat extrêmement puissant qui était sur la place publique et qui pouvait faire l'objet de plusieurs articles par an dans les grands quotidiens nationaux. Aujourd'hui, c'est le cas. On parle tout le temps de déforestation. On est le nez dedans, et les consommateurs sont de plus en plus regardants sur ce qu'ils achètent pour savoir si ça participe ou pas de déforestation.
il y a 10 ans, on n'en parlait pas, aujourd'hui, on en parle. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut se rendre compte de la vitesse à laquelle vont les choses. Il y a, encore, et si on remonte à plus loin encore, il y a 40-50 ans, personne ne parlait d'écologie, personne ne parlait d'environnement, nous n'avions aucun souci des questions d'environnement, aucun, nos parents n'en avaient aucun. Ça peut paraître lointain, mais des fois, il faut quand même se rendre compte de l'échelle de temps dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire que la planète a 4 milliards d'années de vie, les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années, et nous sommes sur Terre depuis 300 000 ans. Quand je dis nous, c'est les êtres humains, l'Homo sapiens, et que la destruction de l'environnement, nous la commettons depuis 40 ans. Donc, quand je dis depuis 40 ans, de manière massive. On y va franco depuis 40 ans. Donc, l'échelle de temps est extrêmement faible. Donc, si dans la même vitesse de temps, on prend conscience des choses et on retourne les choses, on peut aller très vite dans un monde différent et dans un monde totalement respectueux de l'environnement. Moi, je suis encore une fois plutôt optimiste, même si aujourd'hui, rien ne nous donne l'espoir. On est vraiment à la croisée des chemins, on est plutôt vraiment dans une situation terrible, mais avec une énorme prise de conscience. Il n'y avait pas de volonté sur ces 40 années d'avoir cet impact, évidemment, sur l'environnement et de détruire la planète. Je pense que sur beaucoup d'actes ou d'attitudes que l'homme peut avoir sur ses ressources, ça a été influencé par une technologie qui a permis aussi d'avoir une meilleure productivité, mais avoir aussi des conséquences plus néfastes de deux choses. Les produits phytosanitaires, quand ça n'existait pas, aujourd'hui, c'est miracle. On met quelques graines, un peu d'engrais dans de la craie, et la craie d'une terre crayeuse peut devenir le grenier de l'Europe en Champagne. On peut utiliser des machines avec des grosses fourches et des pinces pour aller arracher des arbres comme une moissonneuse-batteuse. Ça, on ne pouvait pas le faire avant non plus. Mais je me pose la question aussi de cette technologie qui peut aussi nous trouver des portes de sortie dans cette situation-là, d'avoir des outils plus fins et plus respectueux justement de ces enjeux-là, et d'arriver avec des solutions qui sont moins bourrins. On a été très bourrins en fait pendant ces 40 années que tu évoques, mais est-ce que là, il y a aussi un espoir peut-être à voir en termes de technologie? Est-ce qu'il y a une alliance dans ce sens-là pour un mieux commun, ou est-ce que ça reste aussi de l'ordre du greenwashing? Je n'ai pas entendu la fin de ton propos, Pierre, mais je crois l'avoir compris. Je pense que la question importante que tu poses, c'est est-ce que la technologie va venir au secours de la planète et de notre mieux vivre avec la planète? Et ma réponse, elle est oui à moitié. Je suis très prudent sur les thèses scientistes qui existent, qui disent les technologies et la science va résoudre les problèmes de la planète. Je suis très prudent parce que elle a pour conséquence, cette thèse, que nous pourrions continuer à détruire la planète et que la science viendra au secours viendra apporter les solutions. Donc, il y a à la fois beaucoup d'espoir à avoir évidemment dans les technologies que nous avons inventées au cours des dernières décennies et que nous continuons d'inventer. Et l'intelligence humaine a ceci de génial, c'est qu'elle peut faire le pire et le meilleur, et elle peut faire le meilleur. Et donc, on peut évidemment utiliser de plus en plus notre savoir-faire et nos capacités cognitives de grands singes pour faire des choses meilleures que ce que nous avons fait pour la planète jusqu'à présent. Donc ça, j'y crois. Petit exemple, j'ai récemment visité un salon agricole où on m'a présenté une machine agricole qui permet au centimètre près de gratter la terre de telle manière qu'on désherbera avec une machine juste ce qu'il faut autour de la plante qu'on veut préserver. Et ceci parce qu'on a une capacité à savoir exactement la plante qu'on veut protéger et le désherbage qu'on veut faire autour. Et on peut le faire de manière mécanique grâce à ces machines et ne plus utiliser de désherbant. Donc, c'est magique ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les nouvelles technologies embarquées sur des tracteurs. Mais dans le même temps,
on a un problème démographique par ailleurs, c'est-à-dire qu'on est quand même 7 milliards, on va approcher les 10 milliards à l'horizon 2050. Bon, les courbes démographiques tendent à dire qu'on va atteindre un plafond et qu'on ne devrait plus augmenter, mais quand même, une des explications des 40 dernières années qui ont été les pires, c'est aussi de l'explosion démographique, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus nombreux sur Terre qu'on ne l'a été par le passé, et les modèles sur lesquels on vit, les modèles notamment occidentaux, de nos besoins sont tels que, comme vous le savez, il y a des calculs qui peuvent être faits d'empreintes écologiques individuelles où on peut voir de combien de planètes on aurait besoin si tout le monde sur Terre vivait comme un Américain, comme un Canadien, comme un Français. Et évidemment, il n'y en aurait pas assez de planètes. Donc, on est en surconsommation. Chacun d'entre nous, on est en surconsommation, notamment dans les pays riches, par rapport à ce que la Terre peut nous produire. Donc, par ailleurs, en plus des technologies, il faut que chacun d'entre nous on consomme moins par tête de pipe d'humains sur Terre, il faut qu'on consomme moins pour que tout le monde puisse consommer. Parce que sinon, effectivement, on aura un jour un problème quand on sera 10 milliards pour que tout le monde puisse manger à sa faim. Et on a déjà aujourd'hui des problèmes. Hein. Comme vous le savez, il y a des grandes disparités de richesse dans le monde. Donc, on a besoin d'être, c'est la seule solution. Hein. Il faut appeler un chat, c'est que par individu, on doit être raisonner mieux nos besoins pour, notamment dans les pays riches, avoir moins besoin de choses que ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Et ça peut très bien être compatible avec des niveaux de vie très, très acceptables, où on vit bien, etc. Par exemple, si je vous donne l'exemple de la consommation de viande, personne ne me fera croire que si on mange 2 fois moins de viande, on est moins heureux. C'est pas vrai. Donc, mais il faut réfléchir à des choses comme ça, à des changements de comportement et de quotidien qui permettent d'être plus en adéquation avec l'avenir de la planète. Donc, ma réponse, elle est les deux. C'est-à-dire on doit fonder beaucoup d'espoir et mettre beaucoup de moyens dans la recherche de nouvelles technologies qui vont nous permettre d'avoir des réponses à la crise planétaire et à la crise environnementale. Mais il faut aussi, à titre individuel et à titre collectif, changer nos comportements. Et moi, j'espère que les 3 milliards qu'on nous annonce de personnes en plus sur Terre d'ici 2050 soient 3 milliards de personnes qui viennent avec des idées neuves et des attitudes neuves. Et que ce ne soient pas des gens qui soient vus comme un boulet supplémentaire pour la Terre à porter. Non, on peut aussi être plus de personnes qui apportent plus d'idées pour défendre notre environnement. Et c'est une question qui est vraiment aussi au cœur de l'identité un peu des Canadiens de l'Ouest, et les Français qui vivent ici sont aussi très réceptifs à tous ces sujets-là. Vancouver est, comme tu le sais, peut-être la ville qui a vu naître Greenpeace et qui souhaite devenir la ville la plus verte du monde à l'horizon 2040. Donc, il y a vraiment des efforts qui sont faits considérables ici en termes d'environnement. Et ça touche tous les citoyens ici. Et quand on vit au milieu de la nature, on n'a que ce souci-là de la préserver, surtout quand elle est magnifique comme ça. Mais je ne parle pas que de Colombie-Britannique, elle est magnifique partout au Canada, dans notre circonscription. Merci beaucoup en tout cas, Yann, pour… La venue de la génération nouvelle chez Baptiste qui est venue nous dire qu'elle arrive. Oui, voilà, c'est ça. Oui, bonjour Covid. Bien, merci beaucoup. C'était une discussion qui était très agréable, qui pourrait durer. Je vous rappelle que Zoom, pour les participants, et même sur YouTube, vous pouvez nous envoyer vos questions. Maintenant, vous pouvez même vous démuter et peut-être poser une question. Ça fait à peu près plus d'1 heure qu'on y est maintenant. Donc, c'est maintenant ou jamais. Et je vous laisse un petit peu de temps pour le faire. Tu as une question, toi ? Ah, tu veux le bus sur YouTube, d'accord. Bon, attends. Et donc, s'il n'y a pas plus de questions, écoutez, je vais vous remercier. Et Pierre, peut-être tu peux faire la conclusion, parce que je sais pas, là, comme ça, je dirais que j'ai un petit problème. Un petit problème sur les jambes. Merci beaucoup, Yann, d'avoir pris le temps de nous donner un peu cette perspective. Merci, Anne Soisig. J'espère que tu nous entends. Je sais que la connexion est parfois très compliquée. Ça fait aussi partie des réalités qui concernent les Français qui sont très éloignés de ces centres urbains.
Je pense qu'on a… Oui, merci beaucoup Yann et merci à tout le monde d'avoir assisté aussi à la rencontre. Voilà. Je sais que Yann, tu continues sur une autre conférence en Uruguay avec des Français établis là-bas. Donc, tu vas continuer ton voyage autour du monde complètement décarboné, enfin presque, puisque on utilise quand même un peu du flux. Pas tout à fait nul, mais c'est nettement moins que si j'avais dû prendre mon avion personnel en jet privé pour faire tout ça. Absolument.